Et salut à toutes et à tous, vous êtes avec Magic Core, c'est Nerko et Senza et aujourd'hui nous traiterons de l'extension Légende. C'est en juin 1994 que sort la troisième extension de Magic the Gathering, représentée par une colonne brisée. Cette extension comporte 310 cartes et est la première à être traduite en autre langue que l'anglais, l'italien. Personne n'a jamais compris pourquoi ce favoritisme, sachant que l'Italie ne représentait pas le plus grand marché. Cette extension a pu satisfaire de nombreux joueurs qui attendaient avec impatience plus de cartes. Les deux premières éditions ne dépassant pas les 100 cartes, les possibilités de jeu restaient donc limitées. Cette extension permet de diversifier le jeu en attendant la sortie tant attendue de l'ère glaciaire, qui était quant à elle déjà en cours de conception. La demande très élevée, beaucoup de boutiques vendaient leurs boîtes virtuellement, doublant parfois le prix de vente, n'empêchant pas les joueurs d'en commander. Au début, Légende devait être un jeu de cartes à collectionner, basé sur l'univers médiéval fantastique. Mais lorsque les créateurs de ce jeu prirent connaissance du travail de Richard Garfield, ils tombèrent sous le charme et rédigèrent leur monde afin qu'il coïncide avec celui créé par Magic, abandonnant leur projet de départ. L'extension Légende existait en vérité avant l'extension d'Antiquities, mais la sortie de cette dernière leur permet d'avoir plus de temps et ainsi de faire mûrir les mécanismes du jeu. Legend est une extension dite hors bloc, tout comme le furent Arabian Night et Antiquities, mais Legend apportera des nouveautés qui modifieront la manière de jouer à Magic. Tout d'abord, l'ajout d'un nombre considérable de sorts colorés, plus précisément 43 par couleur, ainsi que des artefacts qui seront quant à eux en infériorité dans cette extension. La plus grande nouveauté est sans doute l'apparition des cartes multicolores. Le multicolore enrichit le jeu et permet voire oblige aux joueurs à orienter leur deck pour pouvoir jouer certaines cartes. Mis à part le multicolore, il y a également les marqueurs poison, la sauvagerie, les permanents légendaires, les terrains ou les créatures légendaires dont beaucoup sont directement inspirés des campagnes Donjons et Dragons. C'est également pour la première fois que les boosters comptant 15 cartes sont vendus avec l'ajout de rares. Nous nous retrouvons sur le plan de Dominaria, sur le continent de Jamura, majoritairement recouvert par de grandes étendues de sable. L'histoire débute aux côtés d'un vieux sorcier du nom de Azezon Tamar, voyageur du désert qui fit l'étrange découverte d'un homme gisant dans la dune. D'une espèce plus précisément, plus homme et tigre. Cette rencontre marqua le début d'une longue suite d'événements qui allaient plonger Jamura dans la violence et l'horreur. Le sage, Azezon, vint en aide à la créature mourante et l'amena dans son village. Sur le chemin du retour, un druide lui tint au courant au sujet d'une prophétie citant l'arrivée d'un homme tigre. Quand personne ne s'affronte, il n'en restera que deux. Le druide lui jura que le sorcier Azezon et l'homme tigre étaient liés par le destin. Alors arrivé à son village, celui-ci était à feu et à sang, attaqué par les forces de Tiras. Ces dernières étaient gouvernées par le tyran Johan. Azezon fut très vite pris dans la bataille et encerclé par des soldats de Johan. Le chaos, le massacre et les bruits de détresse tirèrent l'homme tigre de son coma. Celui-ci s'empressa de venir en aide au village. Azezon, grâce à ses pouvoirs, leva une armée des sables, invoquant ainsi des guerriers. La magie du vieux sage prit le dessus et mit en défaite les assaillants, jusqu'à ce que Xira Arien, un mage de Tiras, riposte et invoque à son tour des diables lanceurs de pierres qui viennent à bout des clones de sable. L'homme tigre, combattant avec ardeur, est alors rejoint par des miliciens. Unissant leurs forces, ces derniers repoussent les envahisseurs, non sans mal et au prix de nombreuses vies. Le démon Johan avait pour ambition l'anéantissement de Bryce, le village d'Azezon. Alors vaincu par le sorcier et un homme tigre sorti du désert, Johan se retira dans sa forteresse, rassemblant son armée. Les agissements de Johan n'en resteraient pas là. Azezon se met donc à la recherche d'alliés afin de combattre le prochain retour du démon. Son périple débute par le peuple de Palmyra, près de la rivière Toloron. Dirigé par un couple-chef composé du major de Palmyra et d'Adira, l'ex-épouse de Azezon est à la tête d'un groupe de mercenaires. Tous les deux refusent une alliance afin de garder leur neutralité dans le conflit. Mais peu de temps après, les deux leaders sont pris pour cible pour une tentative d'assassinat par des envoyés de Johan. L'assassinat est déjoué. La rancune d'Adira, la souveraine, l'amène à changer d'avis et prendre ainsi la décision d'aider Azezon. Elle décide de quérir d'autres villages pour se rallier à sa cause et décide donc de prendre la mer accompagnée de ses mercenaires. Leur périple les amène jusqu'à la reine Lucrétiane et le chat Fimstan. Ce dernier lui propose en échange de sa participation au conflit de leur fournir une flotte. Ainsi, les mercenaires d'Adira attaquent les navires de Lucrétiane. Suite au pillage, ceux-ci mettent la main sur une carte leur indiquant l'emplacement d'une île secrète. Alors intrigué par cette découverte, le groupe fait cap sur cette destination.
Pied à terre, il découvre une tribu insulaire asservie par les marins de la reine Lucrétiane. Les insulaires construisent sans relâche des navires de guerre pour le compte de la reine régente. Adira décide de leur venir en aide. Le groupe renverse les forces marines, capture les navires de guerre et peuvent ainsi les vendre au profit de Shah Fimstan. Une fois leur affaire conclue et acquis les fonds nécessaires au recrutement de mercenaires, l'équipage fait route retour sur Palmyra. Depuis leur départ, le peuple s'était activé et mis à la fortification de la cité. Des douves avaient été creusées, désormais l'attaque du château ne pouvait être envisagée que par une offensive navale, là où ils avaient un avantage certain. Peu après la fabrication des douves, de nombreuses disparitions étaient constatées aux alentours du château. La conception des douves avait été permise par la fabrication d'un barrage et le détournement d'un cours d'eau. Des Ondins, alors coupés de leur vivier et l'appauvrissement en proie de leur territoire causé par la descente des eaux, les contraignaient à enlever des habitants de Palmyra. Adira, Azézon ainsi que l'homme tigre décident de trouver un arrangement avec la tribu ondine. Azézon, en sage, conclut une trêve par un pacte avec le chaman Béconner. Palmyra fournira du poisson tandis que les Ondins devront fournir leurs forces face au retour de Joanne. Alors que les défenses sont achevées, des pactes conclus, le retour redouté de l'armée de Joanne est annoncé. En direction de Bryce, l'armée de Tiras atteigne bientôt Palmyra, mais sont rapidement stoppés par le barrage. La décision est prise de continuer sur les navires et de détruire le barrage afin de libérer l'accès au passage des troupes de Joanne. Rapidement, l'eau sur laquelle ils naviguent se met à remuer violemment, laissant apparaître la tribu des Ondins chargeant les navires. Les coques sont rapidement perforées et les soldats quittant les navires dépassés par les attaques incessantes de ces prodiges aquatiques. Le tyran Joanne, dans la bataille, fait appel à sa magie. L'eau chauffe et le lac se met rapidement à bouillir. Les gémissements unis des soldats et des Ondins précèdent un calme plat. Les corps meurtris flottent à la surface du lac. Joanne libère de nouveau sa colère et fait trembler la terre, réduisant le barrage à un tas de gravats. Adira, alors accompagnée des forces alliées, mène le combat au front. L'armée de Joanne est divisée, forcée de combattre sur l'eau et la terre. Alors que l'armée de Tiras semble prendre le dessus et avance vers Bryce, Béconner, le chaman ondin, lance un sort qui tend à faire inverser les courants de l'eau. Les navires sont entraînés par le torrent, contraignant les soldats de Joanne à gagner la terre ferme. Ils décident donc de gagner le château afin d'anéantir la résistance de Palmyra. Pour sauver la ville alors assiégée, Azézon et l'homme tigre demandent la bénédiction aux esprits du désert. La magie d'Azézon, alimentée par le mana du désert, lui permet d'invoquer des milliers de guerriers de sable. Leur faiblesse à la pierre étant connue, les mages de Tiras mettent très rapidement l'armée de sable en défaite. Mais le vent s'était levé. La légère brise qui soufflait avait pris de l'ampleur sous la magie d'Azézon. Une immense tempête de sable faisait route désormais sur Palmyra. Alors que 6 jours durant la tempête faisait rage, l'armée de Joanne battait en retraite. L'homme tigre saisit cet instant de faiblesse et décide d'atteindre Joanne. En fuite, Joanne est intercepté. L'homme tigre le retient, dans un combat acharné où les coups se rendent. Alors que le combat semble trouver un dénouement, l'homme tigre, épuisé et à terre, jure devant Joanne que son clan saura le venger. Alors que Joanne allait donner le coup de grâce, une guivre sortit de terre et avala l'homme tigre. Joanne, suite à la mort de l'homme tigre et afin d'apaiser la colère de son peuple, redoutant la férocité de ses guerriers félins, a la volonté de les intégrer au rang de son armée. Ayant entendu parler d'un peuple semblable aux alentours de l'oasis d'Ephrava, il s'y rendit à dos de Drake. Mais un tel voyage, sous la chaleur du soleil, vint à bout de la monture. Cette dernière perdait peu à peu de l'altitude, elle cédait bientôt à la fatigue, et Joanne entama une chute qui allait se terminer sur les dunes. Alors que le Drake s'écrase sur le sol et meurt du choc, Joanne quant à lui est amorti par une tornade de sable. Ce sortilège était lancé par un jeune homme tigre. Joanne, reprenant ses esprits, reconnaît en lui des traits de son dernier adversaire. Le jeune tigre déclare se nommer Gédith, explique être dans l'attente de son père, Jaeger. Joanne, dans cet aveu, y voit une possible faille afin de manipuler le peuple de ce jeune homme tigre. Joanne déclare venir sur les dernières volontés de Jaeger, qui combattait jusqu'alors à ses côtés contre les forces de Palmyra et de Bryce. Joanne demande à être emmené jusqu'aux dirigeants de son peuple, mais les lois très strictes interdisent la venue de tout étranger. Cependant, Gédith accablé accepte de le mener aux anciens qui prendront une décision. Joanne gagne une audience, les sages écoutent alors son récit. Venant par les soi-disant indications de Jaeger, qui était devenu un paria, et les lois très claires, Joanne à l'aube allait être exécuté.
Jedith, mis au courant de cette exécution, allait trouver son amie Estia, qui elle avait quelque autorité. Elle retarda l'exécution de Johan, qui devait rester sous la surveillance de Jedith et d'elle-même. Johan est ainsi libéré en compagnie des 2 tigres et profite d'étudier les rites et coutumes, leur territoire. Des songes et des mauvais rêves de la mère de Jedith l'amènent à consulter la voyante du village, qui l'avertit que l'étranger est un homme mauvais. Sur cette vision, le sorcier est de nouveau enfermé. À la nuit tombée, Johan parvient à s'enfuir. Jedith, non loin de la prison, décide de suivre et d'accompagner le sorcier afin d'en apprendre possiblement plus sur son père. Dans leur fuite, Johan parvient à ensorceler Jedith, lui brouillant l'esprit et accentue son désir de vengeance. Désirant la mort de ceux qui ont tué son père, Jedith, sur les mensonges de Johan, voyage en direction de Palmyra afin d'assouvir sa vengeance. Jedith, arrivé aux portes de Palmyra, de par son espèce, est accueilli et conduit à Adira devant la responsable de la mort de son père. La fureur de Jedith engage un affrontement. Dans le combat, Adira, par sa longue expérience de combat, prend l'avantage rapidement. Adira, alors ne souhaitant pas blesser Jedith et repoussant ses nombreuses attaques, une longue joute se poursuit. Alors que le jeune tigre est à terre, épuisé, Adira lui demande de quel peuple est-il originaire, souhaitant en savoir plus sur la mort d'un ami. À ces paroles, l'esprit de Jedith est embrouillé. Les enchantements de Johan se dispersent peu à peu, laissant Jedith retrouver la raison. Adira voit à terre le jeune tigre confus, et essaie de trouver les mots afin de lui expliquer les raisons de la mort de son père. La traîtrise, l'abus de confiance et la fourberie de Johan sautent aux yeux du jeune tigre qui décide alors d'aller retrouver le sorcier, se venger de sa traîtrise et de la mort de son père. Jedith retrouve Johan en un lieu dit, choisi par le sorcier une fois que Jedith aura assouvi ses souhaits de vengeance. Johan laisse entrevoir le collier de Jaeger à son cou. Jedith, fou de rage, bondit alors sur Johan, le frappant avec frénésie. Johan fait l'invocation de différentes bêtes, lui permettant néanmoins, meurtri, de s'échapper. Dans sa fuite, Johan est emparé d'une vision du mystérieux Shoku qui l'invite dans sa bibliothèque afin de l'aider et lui apporter ses connaissances sur la tribu des hommes tigres. Adira vient en aide à Jedith. Tous deux, accompagnés par des mercenaires, prennent en chasse Johan. Johan arrive au château de Shoku dans la forêt de pins aux extrémités d'Arboria. Toujours sur les traces de Johan, la compagnie dirigée par Adira atteigne un village. Cependant, les habitants, pensant un détachement de l'armée de Johan arriver, ces derniers les attaquent. Un affrontement éclate, de nombreux dommages collatéraux sont causés. Un incendie débute et gagne rapidement en amplitude. Alors que des foyers s'embrasent, les 2 camps s'unissent afin d'atteindre le feu. La guerre avait fait de ces villageois et de ce village paisible un lieu de doute et de méfiance. Reconnaissant de l'aide que leur avait apportée la compagnie, ces derniers se voient offrir un bateau afin de poursuivre plus aisément le tyran Johan. Adira, Jedith et les mercenaires prennent alors la mer sans plus tarder. Le sorcier rejoint la demeure de Shoku, une ruine ressemblant plus à un donjon qu'à un château. Shoku le conjoint à entrer, Johan se voit offrir quant à lui un recueil de l'histoire du peuple des hommes tigres. Le recueil était écrit dans un dialecte qui n'était plus parlé depuis des lustres. Shoku lui propose de lui en transcrire quelques passages, un prétexte. Cette mise en scène permit à Shoku d'ensorceler Johan. Ce dernier devait répondre aux exigences de son tout nouveau maître. Shoku dévoile ainsi sa véritable apparence, celle d'un vampire. Johan est enfermé, là où se trouvent d'innombrables horreurs, attendant de servir de repas à Shoku. Adira, Jedith et les mercenaires, toujours aux trousses de Johan, font la rencontre de pigeons. Ces derniers étaient persécutés par Shoku et avaient vu il y a peu Johan se diriger vers l'antre du vampire. Mis au courant de la relation entre Johan et Shoku, la compagnie est menée au donjon par les pigeons. Les mercenaires menés par Adira et Jedith s'engouffrent dans le donjon, trouvent Johan enfermé non loin d'une horreur cosmique. Alors que les mercenaires pensaient libérer l'horreur cosmique et laisser Johan à sa merci, Shoku, accompagné de ses légionnaires, les attaque. Durant le chaos, Johan est libéré et trouve le moyen de s'enfuir. Il dirige vers le donjon une pluie de comètes, souhaitant le réduire à néant. Miraculeusement, la compagnie a le temps de fuir, mais la trace de Johan est perdue. Après être rentré à Palmyra, le groupe est rejoint par Azezon. Tous ensemble, ils décident de mener une petite compagnie et d'atteindre la forteresse de Johan. À peine eut-il le temps de fouler le territoire de Johan, la compagnie est prise en embuscade, tous mis au fer. Azezon et Adira sont détenus dans la forteresse de Johan. Jedith et les autres mercenaires servent comme esclaves dans un campement de forêt. Jedith découvre que le camp construit une flotte de dirigeables.
permettant aux troupes de Johan de passer outre les défenses mises en place par Palmyra. En pleine nuit, les mercenaires et Jedit volent un dirigeable, libèrent les esclaves et se dirigent vers Tyras afin de libérer Adira et Azezon. Ils prennent ensuite la direction opposée à la forteresse de Johan pour fuir. Le dirigeable, qui n'était pas complètement terminé, perd vite de l'altitude, contraignant la compagnie à poursuivre à pied, après avoir atteint la côte et bientôt Palmyra. Maintenant au courant du plan de Johan, Adira et Jedit se mettent en route pour l'île de Koltos, où se trouve un grand nombre de pierres de puissance, ces mêmes pierres qui alimentent les dirigeables. Sur l'île, les habitants sont réduits en esclavage par la corsaire Ramirez de Pietro. Elle les utilise pour déterrer les pierres puissances et ainsi les vendre à Johan. La compagnie vient une nouvelle fois en secours des esclaves, se défaisant de l'équipage de la corsaire. Ils saisissent les pierres de puissance afin qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Leur but étant atteint, Adira et Jedit, ainsi que les mercenaires, tournent les talons et rentrent sur Palmyra. Toujours en quête de plus d'alliés, la compagnie se dirige vers Ephrava, le territoire des hommes tigres. Les Éphraviens saluent froidement Jedit. Jedit essaye de convaincre son peuple de combattre aux côtés des humains. En vain. Il se tourne vers son ami, Estia, qui est chargé de la diplomatie entre les clans. Tandis que beaucoup sont réticents, l'un des clans les plus combattants accepte de prêter main forte. De retour sur Ephrava, Jedit et Astia découvrent avec effroi que leur village est attaqué par Johan. Les dirigeables assombrissent le ciel. Jedit, Astia et le clan des combattants rejoignent les guerriers félins qui se battent déjà. Adira et les mercenaires, autorisés à camper non loin du village en attente du retour de Jedit, ne tardent pas à rejoindre l'affrontement. Suite à l'envoi d'un messager, Azezon accompagné par les forces de Bryce et Palmyra se joint au combat. Toutes les forces en présence s'opposent, mais l'armée de Johan, trop bien préparée, gagne l'avantage grâce au dirigeable. Afin de tuer le serpent, coupez-lui la tête. Grâce à la magie de Azezon, les mercenaires, Adira et Jedit atteignent le dirigeable de Johan. La compagnie infiltre alors la machine volante. Adira trouve la salle d'où Johan dirige ses troupes. Saisissant l'occasion, Adira tente de poignarder le sorcier, mais en est empêché par son aura qui projette Adira, la tuant sur le choc. Jedit, accablé, s'élance sur Johan. Les deux adversaires passent à travers les vitraux et dégringolent du dirigeable pour atterrir dans le sable du désert. Johan amortit sa chute sans mal, mais Jedit, loin d'avoir les mêmes pouvoirs, se fracasse contre la dune. Alors que tout était joué, une guivre sortie des sables vient avaler Johan. Sa mort était acquise. L'armée de Johan, depuis sa chute, sans commandement, est désordonnée. Les troupes se dispersent et sont rapidement mis en défaite. L'indigne souverain de Tyras et ses forces épouvantables sont vaincus. Azezon et Jedit pleurent la mort d'Adira. La paix s'installe et les hommes tigres ouvrent peu à peu leurs frontières aux étrangers. Les mercenaires d'Adira choisissent de suivre Jedit qui décide de partir explorer le continent. Azezon gouverne de nouveau le paisible village de Bryce. Alors loin de la menace pesante du tyran Johan, Azezon décide d'explorer également le continent à bord d'un dirigeable. Ce sera tout pour cette première partie de l'extension légende. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître la deuxième partie. Et puis dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!